Regardez notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Notre forêt demain. Aujourd'hui, nous allons vous faire voyager dans l'une des plus belles forêts de France, la magnifique forêt de Bercé. Située dans la Sarthe et réputée pour la qualité de ses chênes, elle est dotée de spécimens remarquables dont la hauteur peut atteindre 50 mètres. Nous nous plongerons au cœur de la célèbre futaie des Clos qui attire des visiteurs du monde entier et vous connaîtrez tous les secrets de ces géants de bois. La forêt de Bercé est aussi un lieu idéal pour tous les loisirs. Des randonnées pédestres en passant par les balades à vélo ou à cheval. Vous découvrirez les multiples façons de profiter de ce cadre exceptionnel. Nous vous guiderons à travers ces sentiers en vous faisant découvrir la faune et la flore qui y prospèrent. Préparez-vous à découvrir des paysages enchanteurs et des trésors naturels insoupçonnés. Nous mettrons ensuite en lumière un maillon essentiel de la valorisation des essences locales dans la région, les scieries. Construction, fabrication de contreplaqué pour l'agencement des voitures ou pour la maison, ébénisterie. Vous découvrirez les techniques de transformation utilisées, mais aussi l'importance de favoriser l'utilisation de toutes les essences présentes dans nos forêts. Dans la forêt de Bercé, le peuplement de chênes représente à peu près 2/3 de sa surface. Une politique de sylviculture qui date de plusieurs siècles et qui a fait la réputation mondiale de ce lieu pour la qualité de ses arbres. Pour les admirer, je vous propose de nous rendre dans la futaie des Clos. C'est un véritable havre de paix, une cathédrale naturelle où vous pourrez admirer les plus beaux spécimens. Certains arbres mesurent jusqu'à 45 mètres de haut et ont plus de 250 ans. Et vous allez le voir, ils pourraient être une ressource naturelle face au changement climatique. Pour s'en convaincre, allons rencontrer tout de suite Brice Gaumont. Il travaille ici pour l'ONF. Bonjour Brice. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Ça va et vous? Super. Je sens que je vais finir notre conversation en ayant un peu mal au cou parce que je suis attiré, forcément. Et puis là, ça monte très haut. Hein. Oui, ça monte assez haut, oui. Ouais, combien de mètres là, On est à peu près une vingtaine de mètres, jusqu'à 25, 27 mètres sous les branches. Alors, et les arbres font plus de 40 mètres de haut. On est dans la forêt de Bercé, mais on est surtout dans le Saint des Saints. La futaie des Clos. La futaie des Clos. Et alors, on va ouvrir une petite page d'histoire, si vous le voulez bien, parce que cette parcelle, elle est contemporaine, je dirais, de personnages comme Colbert, comme Louis XIV, carrément. Tout à fait, tout à fait. En fait, il s'agit d'une futaie qui a été initiée en même temps que la politique de Colbert. Il faut savoir qu'à la moitié du XVIIe siècle, la marine française, elle était dans un piètre état. On n'avait que 2-3 vaisseaux qui étaient capables d'affronter la haute mer. Et en cas de guerre, la marine était obligée de louer ou d'acheter des bateaux à l'étranger. Ça ne les arrangeait pas. Pas tellement, non. Et le problème à cette époque-là, c'est que pour construire des bateaux dignes de ce nom, il fallait abattre à peu près 3500 chênes. Et on n'avait pas les forêts qui étaient à même de pouvoir approvisionner. Voilà, milieu du XVIIe, c'est là que Colbert entre en jeu et donc décide d'initier une politique de conservation des forêts pour vraiment élever du bois pour faire des bateaux. La futaie des Clos, elle est née aux alentours de 1680. Oui. Elle était prévue être régénérée 200 ans plus tard, donc en 1880-90. Oui. Mais à l'époque, l'inspecteur des eaux et forêts qui était au Mans, M. de la Roussière, voyant ce joyau, parce qu'on avait déjà des dimensions assez impressionnantes et une densité très importante d'arbres, a dit c'est pas possible, on ne peut pas couper cette parcelle-là et la régénérer. Donc il a fait quoi? Il l'a fait classifier? Alors voilà, elle a été classée un peu plus tard, en 1895, pour être conservée et donc qu'elle puisse vivre sa propre vie le plus longtemps possible et être un témoin du temps qui passe et aussi de la majesté de cette forêt de Bercé.
Dans cette forêt de Bercé, il y a 5400 hectares. Oui. 2 tiers de la forêt, ce sont des chênes. Tout à fait. Et effectivement, cette technique si particulière qui s'appelle la futée régulière, est-ce que vous êtes les seuls à la pratiquer ou pas du tout? Alors non, elle se pratique depuis des centaines d'années en France, Ouais. aussi bien en forêt privée qu'en forêt publique. Et elle a la particularité d'être initiée comme ceci, c'est-à-dire qu'au sein d'une parcelle, d'environ une dizaine d'hectares, ça peut aller jusqu'à une trentaine d'hectares, on fait pousser les arbres relativement du même âge, ou à peu près tous du même âge et de la même dimension, on les fait pousser tous en même temps. D'accord. Alors on passe au jeune âge par une phase de travaux où on sort un petit peu les chênes de la végétation concurrente, parce qu'il n'y a pas que les chênes qui poussent sur notre terroir. Passé cette étape-là, quand les chênes ont pris le dessus, on les laisse se concurrencer, c'est-à-dire qu'on les laisse très serrés sciemment pour accentuer l'élagage naturel, pour les faire monter vers le haut, vers le soleil, et ainsi obtenir des troncs très propres. Donc on n'est que dans la gestion de la lumière, donc enlever quelques arbres, donc à peu près tous les 10-15 ans on passe en coupe d'éclaircie, et on enlève quelques arbres par-ci par-là, au profit des plus beaux bien entendu, mais aussi au profit du peuplement complet, donc pour vraiment les amener tous vers l'excellence. À la fin du cycle, on a ce qu'on appelle la phase de régénération. Quand on entame la régénération, on va apporter de la lumière au sol de manière assez violente. On va supprimer le tout sous-étage, on va commencer à enlever quelques tiges de la futaie pour accentuer et aider la germination des glands. D'accord. Une fois que les glands ont germé, on va progressivement faire des coupes et amener de plus en plus de lumière au sol, tout en essayant de garder un équilibre assez harmonieux, justement, entre les chênes que l'on veut, mais aussi d'autres essences qui peuvent les aider à pousser. La forêt de Bercé, elle est également label de forêt d'exception, c'est ça? Tout à fait, oui. Labellisée forêt d'exception. Exactement, ouais. Comment est-ce qu'on obtient d'ailleurs ce label? Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 17 forêts qui sont labellisées actuellement et d'autres qui arrivent en cours de labellisation. Et celle de Bercé arrive en plein renouvellement de la labellisation. Donc c'est, on va dire, une mise en avant du patrimoine forestier, mais à travers le prisme des collectivités locales. À travers la forêt, nous allons faire vivre tout le territoire. Quand on est sur l'intégralité de la forêt de Bercé, je l'ai dit, c'est quoi, pratiquement 3000 hectares de chênes, c'est ça à peu près? Oui, 3000, 3500 hectares, oui. On a appliqué cette futée régulière, les arbres sont magnifiques, et puis à un moment donné, on va en vendre certains. On en fait quoi justement des chênes de la forêt de Bercé? Alors pour les plus beaux, pour l'excellence, on va dire, donc ils vont servir à faire des mérins, donc pour la tonnellerie. D'accord. Et donc ainsi, dans les tonneaux, surtout ceux de Bercé, ils sont assez mondialement connus. Réputation. Pour élever les plus grands crus de vin et aussi de cognac. Ensuite, on peut passer sur des produits tels que l'ébénisterie, la charpente. À ce titre, il faut savoir qu'il y a 8 chênes assez remarquables de la forêt de Bercé, donc qui ont été choisis dans notre gestion courante, qui vont servir ou qui sont en train d'être mis en œuvre pour la réfection du tabouret de la flèche de Notre-Dame de Paris. Oui, tout à fait. Très bien, très bien. Et quand on est dans cette futée d'éclos, tous les chênes ici sont préservés? Enfin, la futée d'éclos n'est vraiment pas sous cloche. Elle est entretenue de la même manière. Voilà, ça constitue un îlot de vieillissement. On passe pour apprécier l'état de santé de nos arbres. Si jamais on a des arbres qui sont morts, donc qui ne débourrent pas ou qui sont vraiment très dépérissants, on les expertise. Si la qualité exceptionnelle est là, on va les vendre, on va les valoriser. Si la qualité n'est pas là, on va les laisser pour la biodiversité, donc en arbres morts, sénescents. On est tous les deux, Brice. Je le sais bien. Vous la bichonnez, cette forêt. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Pourquoi est-ce que les arbres sont si majestueux ici? Est-ce que c'est le climat, la nature du sol? Quels sont les éléments qui ont fait que cette forêt est exceptionnelle? Oui, c'est une conjonction de toutes ces choses-là. Donc on a la station, dont vous en avez parlé sur une émission précédente. On a un terroir assez particulier, c'est qu'on a un sol qui est relativement riche, très profond et qui retient bien l'eau. Donc tous ces éléments-là, ça permet aux chênes de s'enraciner très profondément. Il y a aussi la génétique qui parle. Donc c'est des arbres qui sont sélectionnés depuis des centaines d'années. Et c'est ce qui donne des hauteurs aussi phénoménales sur des coins de la forêt. Donc futée d'éclos, on est à 40-45 mètres. Oui. On a d'autres endroits sur la forêt où on culmine à 50 mètres. Vous êtes tous des amoureux de cette forêt, à tel point que vous avez même donné des noms aux arbres. C'est vrai ou pas? Oui, alors pour certains arbres qui ont leur petit prénom. Voilà, qui ont vraiment des dimensions exceptionnelles. Et aussi pour, on va dire,
passer dans l'histoire certains grands noms en rapport avec la forêt. On a à côté de nous le chêne Muriel, qui a été nommé donc, par un résistant qui était forestier et qui a vraiment œuvré pour la résistance en France dans les années 40. On a aussi le chêne rouleau de la Roussière, donc, qui a été le conservateur de la futaie des clos. Et nous avons aussi le chêne Bopp, donc, qui était Lucien Bopp, qui était un ancien directeur de l'école forestière de Nancy, donc une école assez prestigieuse dans le métier. Donc on a 2 exemplaires. On a donc le premier exemplaire que l'on voit un petit peu plus loin devant nous, qui a malheureusement été foudroyé en 1934. Donc on s'est vite empressé de trouver un successeur qui est derrière nous là-bas, qui est donc le chêne Bopp numéro 2 et qui culmine à plus de 40 mètres. La dernière question, ce sera justement sur le changement climatique. On le voit dans toutes les forêts de France, forcément, ça a des circonstances parfois assez néfastes. La forêt de Bercé, elle dit quoi, elle? Même pas peur? Ici, pour l'instant, on marche sur des œufs, mais on n'a pas de gros problèmes de dépérissement. La futaie des clos, elle se porte bien, elle pousse toujours et elle est suivie de très près. On a des analyses dendroécologiques, on a des analyses génétiques qui nous permettent de dire pour l'instant que la futaie se porte bien. Continuez à en prendre soin pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci Brice, au revoir. On estime qu'environ 700 millions de visiteurs se rendent en forêt tous les ans en France. Une forte fréquentation qui réclame un aménagement particulier et une adaptation à tous les usagers. Piétons, cyclistes, cavaliers et personnes à mobilité réduite doivent pouvoir circuler en forêt dans les meilleures conditions, tout en préservant les forêts. Parcours pédagogique et interactif, sentiers contemplatifs, dans la forêt de Bercé, différentes initiatives ont été mises en œuvre pour rendre l'expérience encore plus enrichissante et immersive. Yvan Sevray, agent patrimonial chargé de l'accueil du public, va nous les faire découvrir. Bonjour Yvan. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, il est pas mal votre bureau. Hein. Ah sympa, hein, on a un cadre de vie qui est génial. Hein. Ah ouais, carrément. Alors je vais redonner quelques chiffres. La forêt de Bercé, c'est 5400 hectares. Ça s'étend sur 11 communes, c'est ça? Oui. Et ça accueille chaque année entre 40 et 60 000 visiteurs. Qu'est-ce qui fait que cette forêt est si particulière, si attirante? Alors effectivement, on a un cadre majestueux, on a des arbres qui sont magnifiques. Les plus vieux ont 350 ans. Donc c'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs. Parce que quand on parle de 350 ans, c'est un peuplement, c'est pas un seul arbre. Parce qu'effectivement, en France, on a bien des arbres qui sont beaucoup plus vieux. Mais ici, c'est un peuplement. Je parlais des visiteurs qui viennent ici chaque année, très nombreux. Et parmi ces visiteurs, il y a beaucoup d'enfants aussi. Et puis, il y a des visites pédagogiques qui ont été organisées. Alors, peut-être pas forcément que pour eux, mais en tout cas, c'est ce que vous faites régulièrement, accueillir des classes. Vous accueillez combien d'enfants par an à peu près? À peu près, pour mon compte, je vais entre 800 et 1200 enfants par an. Souvent, j'ai essayé de faire une expérience avec des crèches. Donc là, c'est de la sensibilisation, puisqu'on va travailler sur les 5 sens. Mais autrement, après, avec les plus grands, le cheminement, c'est plutôt de leur faire comprendre la forêt, comment elle pousse, comment on doit la travailler, leur faire comprendre qu'elle doit évoluer, elle doit pousser, mais avec l'aide du forestier. Sensibilisation que vous faites, quoi. Tout à fait, ouais. Essentiellement, la biodiversité, puisque c'est quand même un sujet phare qu'on demande à bien préserver, hein, et puis de dire qu'effectivement, si nous avons un arbre mort, un arbre creux, eh bien, il peut y avoir un refuge pour ces oiseaux, pour ces insectes, pour ces champignons. Donc, tout est bon pour la forêt. Il n'est pas question de tout couper les arbres, comme on dit si bien, il faut les préserver. Fontaine de la Coudre, c'est l'endroit où nous nous trouvons actuellement, avec cette petite mare ici qui est un refuge pour les amphibiens. Il y avait ces mares, il y avait des plans d'eau un peu partout dans la forêt avant? Alors, toutes les mares sont donc de construction ou tout au moins ont été creusées par l'homme, hein, la plupart. Là, le seul bras qui est naturel, c'est le petit ruisseau du Dinan que vous avez à côté. Donc, on peut aller voir, puisqu'il prend non pas sa source, comme on dit si bien, à la fontaine de la Cour, mais il a sa source en forêt à 300 mètres d'ici à peu près. Alors, avant de rentrer un peu plus dans la forêt pour aller découvrir d'autres essences, arrêtons-nous un peu ici, parce que je le vois, il y a des poteaux à chaque fois avec une indication pour savoir
devant quelle essence d'arbre nous nous trouvons. C'est un parcours pédagogique qui s'étale sur combien de kilomètres? Alors, le parcours pédagogique s'étale sur 2 km 200. Oui. Avec 13 totems, avec des explications sur la forêt, comment on va gérer la forêt, comment on va reconnaître les essences, quelle est l'utilisation du bois, avec des petits jeux, donc de différents niveaux, sachant que ce parcours aussi s'adresse à la famille. D'accord. Il n'y a pas que des panneaux pour les forestiers. Les nouvelles technologies, elles sont présentes même en forêt aujourd'hui. Il y a une application qu'on peut avoir. On arrive avec cette application et on peut, avec un QR code, simplement avoir toute une base d'informations aussi beaucoup plus importante. Mais les gens donc, vont charger l'application et après peuvent venir sur le départ, donc comme on va aller là-bas, sur le départ du circuit, et ils peuvent partir tranquillement. Voilà. Alors parmi tous les visiteurs qui se promènent dans la forêt de Bercé, après il y a rarement des bouchons ici parce qu'effectivement on a bien pensé les choses. Il y a des pistes pour les VTT, des pistes pour les cavaliers, des pistes pour les promeneurs. Ce ne sont pas les mêmes forcément. Non, pas du tout. D'accord. Combien de kilomètres il y a dans la forêt de Bercé pour les pistes VTT? Donc à peu près 220, plus de 200 km C'est ce que j'avais lu, ça me paraît complètement fou, quoi. Voilà, on a à l'intérieur de la forêt, on a à peu près 7 circuits et au total, il y a une quinzaine puisqu'il y en a un qui relie Château-du-Loir. Qu'est-ce qui fait la particularité des pistes cavalières? Est-ce qu'elles doivent avoir des dimensions particulières, un sol particulier aussi peut-être? Oui, alors les cavaliers ne peuvent pas accéder à des pistes moins de 2 mètres de large. D'accord. Par contre, les promeneurs peuvent aller, eux, dans tous les secteurs de la forêt, sauf une partie de la forêt qui est interdite, c'est là où on fait la régénération naturelle. C'est-à-dire que quand les gros chênes commencent à donner les semis, on met des panneaux en demandant aux gens de ne pas s'introduire dans ces parcelles-là parce que les chênes sont en train de s'installer. Si je me promène avec mon animal de compagnie, mon compagnon à 4 pattes dans la forêt, est-ce que là aussi j'ai une réglementation à respecter? Eh oui, il y a toujours une réglementation. Donc, les animaux sont autorisés, donc sur les espaces qui sont ouverts, donc sur les routes ou sur les chemins, vous pouvez le garder en liberté. Il doit être au rappel, il ne doit pas pouvoir s'en aller en forêt tout seul et puis malheureusement commencer à aller traquer quelques petits animaux. Surtout la période de naissance, parce que là, c'est quand même critique. On sait qu'à partir du moment où les animaux vont être dérangés, il y a de fortes chances que l'animal laisse son petit, et c'est dommage. Voilà. Bon, moi, je veux tout savoir sur les droits et les devoirs de chacun. Là, il y a quand même un terrain qui est juste magique. Il y a des périodes où on peut aller cueillir les champignons. Est-ce que j'ai le droit de le faire, déjà? Et si je peux le faire, jusqu'à quel volume? Alors, effectivement, la période de ramassage de champignons, c'est ouverte. Tant qu'il y a des champignons, on peut aller en ramasser. Donc, maximum, c'est 5 kilos par maximum personne. 5 kilos. 5 kilos par jour et par personne. Au début, c'est 9 heures et à la fin de la journée, c'est le coucher du soleil qui limite. Voilà. Bon, il y a du bois mort un peu partout, là. Est-ce que je peux venir, le prendre et me chauffer à la maison avec? Eh bien non, j'ai pas le droit. C'est pas possible non plus. Même tout ce qui est par terre, là. Eh non, là c'est réservé spécifiquement à la biodiversité, car tout le bois mort rentre dans cette chaîne alimentaire. On a besoin de cette chaîne pour l'évolution donc de certains insectes, des champignons. Alors quand c'est au sol, et puis après, bien effectivement, ça va se transformer en humus. Et puis au fur et à mesure du temps, les éléments minéraux vont se dissoudre, vont aller dans le sol, et nos amis les arbres vont pouvoir les récupérer. Yvon, on a beau sillonner la forêt en long, en large, en travers, j'ai pas croisé d'animaux pour l'instant. Mais on m'a dit que c'était plutôt bon signe pour un forestier. Et oui, pour nous c'est bien, parce que quand on commence à avoir trop d'animaux, c'est signe que la population est trop élevée. Bien sûr. Comme sur la forêt de Bercé, nous faisons de la régénération naturelle de chênes, eh bien ils nous mangeraient tous nos petits bébés. Alors, pour ne pas qu'ils mangent tous les semis de chêne, on va faire des prélèvements sur les grands animaux. Alors, quand on dit qu'on fait des promenades dans la forêt de Bercé, c'est plus que ça. On fait carrément des voyages, parce que là, j'ai le sentiment d'être à l'autre bout du monde avec ces séquoias. Quand je dis séquoias géants, est-ce que c'est leur appellation ou pas? Alors, ce sont les séquoias giganteum. Alors, c'est pas le giganteum, c'est le Sapphire-virens. Voilà. D'accord. Donc, c'est 2 cousins très proches que l'on a fait, puisqu'il a été étudié en fonction des sols qu'on pouvait avoir. On a parlé des différentes pistes aménagées pour les cavaliers, pour les promeneurs, pour les VTTistes.
Il y a des pistes, et nous venons de l'emprunter d'ailleurs, qui ont été spécialement étudiées pour les personnes à mobilité réduite, y compris d'ailleurs ce petit ponton et cette passerelle. On peut y accéder sans aucun problème. Oui, oui. On a profité d'un sentier qui était plutôt en terre battue et de bien le compacter pour que justement les PNR puissent venir tranquillement. Alors il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, mais vous aurez forcément la réponse à cela. Je vois pas de poubelle en forêt. Eh non, pas de poubelle en forêt. Il y a quelques années déjà, on a retiré les poubelles pour que les gens puissent comprendre qu'il faut qu'ils ramènent leurs poubelles, leurs propres poubelles, quand ils sont en pique-nique. Mais en même temps, ça nous a évité aussi des dépôts sauvages qu'on avait en permanence. Le but, c'est quand même de bien dire aux gens, de leur donner l'envie de ramener leurs poubelles et de garder une forêt propre. Vous en prenez soin. À nous de la respecter, c'est la moindre des choses. Merci mille fois. Merci, au revoir. À bientôt, Yvan. À bientôt. Je vous propose maintenant de prendre un peu de hauteur pour aller visiter des cabanes perchées à plusieurs mètres de hauteur dans les arbres. Elles sont situées dans une forêt de 1250 hectares de chênes, en lisière du Perche. On y accède par échelle, par passerelle, par tyrolienne. C'est l'occasion de dormir au calme et de découvrir la forêt sous un autre jour. Cette somptueuse canopée de chênes à la lisière du Perche et de la Beauce est une forêt privée de 1250 hectares. Classée zone Natura 2000, elle héberge plus de 70 espèces d'oiseaux différents. À 1h30 de Paris, ce domaine d'exploitation et d'accueil compte 15 cabanes perchées dans les arbres dont les plus hautes culminent à 13 mètres de hauteur. À l'intérieur, un petit nid douillet, le refuge idéal pour se prendre pour un oiseau le temps d'un week-end. Bonjour. C'est bien passé? Ça va, un peu mouvementé, mais... Ça fait quoi de dormir dans une cabane alors? Ah bah, ça fait bizarre de dormir à 12 mètres de haut, mais... C'est une expérience. Vous avez vu des animaux? Un peu, des oiseaux, des insectes aussi. Moi, personnellement, j'ai un peu le vertige. Sur le coup, j'ai trouvé ça assez impressionnant, mais quand on arrive en haut, on s'y sent bien finalement, et la cabane, elle est bien sécurisée. On voit qu'elle a été bien construite. Les cabanes sont dispersées sur une vingtaine d'hectares. Chacune a son caractère, sa forme et son mode d'accès plus ou moins vertigineux. Escaliers, échelles de corde, ponts suspendus, voire tyroliennes. Côté activité, c'est l'immersion totale dans la nature. On a différents parcours qui ont été mis en place. On a un parcours nature qui a fait à peu près 5 km et qui permet de voir des animaux comme le chevreuil, les renards, toute la faune et la flore qu'on peut rencontrer dans notre belle forêt. Pour espérer croiser des animaux, pas de moteur, on se promène à pied ou à bord d'une carriole tirée par un percheron. Ce cheval puissant et élégant est emblématique de la région. Sur la route, en plein cœur du domaine, trône majestueux celui qu'on appelle les 4 frères. C'est un chêne qu'on a estimé à peu près à 250 ans. Il mesure 31 mètres de haut. C'est un arbre emblématique parce qu'il a une circonférence assez incroyable, on est à 7 mètres de diamètre. C'est un chêne sessile. On a majoritairement des chênes sessiles et des chênes pédonculés. Et après, en termes de diversité, on a pas mal de fruitiers forestiers. Tous ces arbres qui n'ont pas forcément une grosse valeur économique sont très importants pour nous d'un point de vue biodiversité. Les arbres qui font des fleurs ou des fruits servent à nourrir les oiseaux et donc font fonctionner une chaîne alimentaire qui est complexe en forêt et qui est primordiale aujourd'hui pour la résilience des forêts. On sait que les arbres que l'on a en place actuellement sont de très bonne qualité et vivent bien, mais on ne sait pas pendant combien de temps ils vont être là. Est-ce que ça va être 50 ans, 100 ans? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, on anticipe en essayant de travailler avec des nouvelles essences, voire planter d'autres chênes qui sont issus du sud de la France et qui pourraient potentiellement s'hybrider avec les chênes que l'on a ici. Dans l'idée de conserver le chêne, mais avoir des chênes plus résistants. Pour retrouver les jeunes chênes pubescents dans cette forêt luxuriante, Sébastien utilise des points GPS. Et si depuis sa dernière visite, la végétation a fait disparaître le chemin, il sait précisément où se trouvent les arbrisseaux qu'il a plantés il y a 2 ans. Donc en fait, on en a 3. On en a un ici, et l'autre qui est là. Et donc le chêne pubescent, c'est une essence qui est totalement adaptée au climat actuel et futur. Le chevreuil serait tenté de venir manger ces plants.
Les animaux sont souvent très friands de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc le meilleur moyen d'empêcher le chevreuil de venir manger le plant, c'est de l'écarter en fait du plant avec des branches. Protéger les arbres physiquement ne suffit pas toujours pour endiguer l'appétit des chevreuils, raison pour laquelle on pratique aussi la chasse. L'objectif, conserver un bon équilibre entre la faune et le bois d'exploitation pour garder une forêt vigoureuse et résiliente. On est en présence d'un arbre qu'on appelle biodive, c'est pour ça qu'on a mis ce triangle pointe en bas en dessous. En fait, c'est un arbre qui a des caractéristiques écologiques assez dingues. Si on recule et qu'on regarde un petit peu en hauteur, on voit qu'on a des cavités, des trous qui ont été occupés par des pics. Et quand les pics ont déserté les lieux, c'est les chauves-souris qui prennent possession de la cavité. Et les chauves-souris, elles sont intéressantes pour nous dans le sens où elles mangent des papillons de nuit qui nous retirent les feuilles des arbres et donc qui peuvent entraîner la mort des arbres. Cette forêt est bichonnée car elle revient de loin. En 2000, quand Bertrand a repris la gestion du domaine familial, le domaine avait durement été frappé par la tempête de 99. Une catastrophe dont il a fait une opportunité. En 2000, on a subi 2 tempêtes. Il y a eu le décès de ma grand-mère, qui était la première propriétaire avec mon grand-père dans les années 30. Et cette tempête physique qui avait fait tomber 5 ans d'exploitation forestière. Donc on a arrêté toute exploitation forestière en 2000-2001. Et il nous a fallu réfléchir à ce que l'on pouvait développer comme activité pour apporter de la valeur tout en préservant le milieu. En 2005-2006, on a entendu parler de cabanes dans les arbres. Et on s'est dit mais que c'était totalement cohérent avec notre univers. Mais construire sur un être vivant n'est pas une évidence. Les premiers systèmes de fixation des cabanes menacent sérieusement la santé des arbres. Bertrand doit revoir sa copie. Nous avons été confrontés à des constructeurs qui nous disaient qu'il fallait encercler le tronc des arbres sur lesquels on construisait la cabane. Et on s'est aperçu avec l'expert qui contrôle l'état sanitaire des arbres que ce n'était pas forcément opportun parce que la partie vivante de l'arbre se trouve juste sous l'écorce. Et donc si on encercle avec un cadre que l'on serre à force sur le tronc, on le contraint exactement où il ne faut pas. On pouvait commencer à avoir des dépérissements sur les arbres en tête. Si on n'avait pas déconnecté le cadre et que l'on avait mis la cabane sur pilotis, on aurait risqué de tuer ces 3 chênes qui supportent la cabane. À l'intérieur, une partie du mobilier est en chêne, du bois prélevé sur le domaine. Tout le reste est construit à partir de résineux importés de l'Est de la France. Peu chers, ces arbres sont particulièrement adaptés aux cabanes car ils sont naturellement très robustes et imputrescibles. On n'a pas besoin d'être forcément très haut pour ressentir quelque chose. Il suffit simplement peut-être de se déconnecter du sol et de monter de 2, 3, 4 mètres et on est autre part. Et ça, c'est vraiment incroyable. Les alertes répétées sur le changement climatique incitent les forestiers à anticiper l'avenir. Quels arbres peuvent-ils planter pour les 20, 50, 100 années à venir? C'est l'objet du programme européen Rainforest, un réseau de 38 arboretums répartis le long de la façade atlantique de l'Écosse aux Açores. La création de cet outil unique en son genre a mobilisé plusieurs dizaines de chercheurs des pays concernés et les plantations sont désormais examinées sous toutes les coutures afin de mieux comprendre la résilience de certaines essences face au changement climatique. Allons rejoindre Cédric Belliot qui a piloté ce dispositif en région Pays de la Loire. Cédric, on est bien là dans votre laboratoire du vivant, c'est pas mal, hein? Oui, hein, le cadre est agréable sur cette belle journée. Idyllique, voulez-vous dire. Alors, on a déjà eu l'occasion de visiter pas mal de forêts en France. Et à chaque fois, c'est toujours un peu le même constat, à savoir que le changement climatique a forcément un effet néfaste, négatif sur la forêt. Est-ce que la forêt ici, en Pays de la Loire, a souffert également de ce changement climatique? Oui, malheureusement, hein, c'est un constat qu'on observe très régulièrement. La succession des sécheresses, les déficits hydriques très prononcés font effectivement en sorte que certaines essences forestières sont en pleine fragilité. Alors, on connaît très bien ce problème sur le chêne pédonculé depuis une trentaine d'années. Et ce problème, c'est aussi
aussi développé sur d'autres essences, à savoir le frêne par exemple, avec la calarose, l'épicéa commun également. Alors, mais l'essence qui nous pose le plus de problèmes actuellement, c'est clairement le châtaignier. Le châtaignier qui est très présent dans le département et vraiment les sécheresses estivales font que cette essence est clairement affaiblie et la maladie de l'encre provoque beaucoup de dépérissement. Alors je sais que dans d'autres régions de France, on travaille justement sur la forêt de demain, comment la rendre plus résiliente, comment travailler peut-être sur d'autres essences. Vous, ici, vous travaillez sur un programme qui est encore plus ambitieux, puisque c'est un programme qui s'est mis en place à l'échelle européenne. Exactement. Il y a combien de pays qui participent à ce programme? Alors 5 pays, ça a vraiment été un très gros travail européen. Donc 5 pays, Portugal, Espagne, France, Royaume-Uni, Irlande. C'est 37 arboretums, c'est bien cela, Exactement. Répartis dans ces différents pays, tout à fait. Qui ressemblent un petit peu à ce laboratoire du vivant dans lequel nous sommes. Il faut expliquer que finalement les limites de votre zone de travail, c'est juste derrière là-bas. Tout à fait. Et ça va jusqu'aux feuillus, jusqu'aux acacias qui sont juste à côté. Et la parcelle est toute en longueur, effectivement. D'accord. Et on a réussi sur cette parcelle donc, à mettre en place 160 petits rectangles de 12 plants d'essence identiques. Alors, le principe, c'est de dire quoi? Dans ces 37 arboretums, citons uniquement la France, il y en a combien en France? Donc 17 en France, donc 2 dans les Pays de la Loire, ouais. 2 en Bretagne, mais aussi en Poitou-Charentes, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc en fait toute la façade atlantique de la France. Tous ces arboretums ont la même configuration, plus ou moins? Alors c'est ça, effectivement, le principe est le même, environ 2 hectares, donc avec des formes différentes. Là, nous ici, on est tout en longueur, mais où on est venu donc tester effectivement les mêmes essences. Voilà, ça c'est vraiment la caractéristique de ces 37 dispositifs. Combien d'essences ont été sélectionnées? Alors, c'était un très long travail. Donc au début, il y a eu jusqu'à 170 essences forestières qui ont été retenues. Ouais. Mais il a fallu effectivement s'entendre avec tous ces différents organismes, si bien qu'aujourd'hui ici, sur ce dispositif, nous avons 39 essences différentes, 39 essences forestières différentes, 24 résineux, une grande dominante de pin et 17 feuillus. Ce sont les mêmes essences sur lesquelles on est venu tester aussi différentes provenances. On est de 3 jusqu'à 8 provenances différentes par essence forestière. Pourquoi est-ce qu'on a choisi justement cet arc atlantique pour mettre en place ce programme? C'est un secteur où on a encore de grosses incertitudes sur l'évolution du climat. Ouais. Quant à la répartition de la pluviométrie, sa répartition annuelle et sur les quantités vont donc tomber sur l'année. Et tout ça est lié notamment aussi à l'évolution du Gulf Stream. Quand on parle justement de ces différentes essences, 39 au total dans les différents pays concernés, est-ce qu'elles viennent toutes ou de France ou de ces pays-là? Donc les graines ont vraiment été récoltées partout dans le monde, Australie, Amérique du Sud, Europe. Par contre, tout a été produit au même endroit. Le programme a été mis en place il y a 10 ans maintenant. 10 ans, c'est ça. Ça veut dire qu'on a déjà aujourd'hui un petit peu de recul. Tout à fait. Pour voir si finalement certaines essences sont mieux poussées que d'autres. Est-ce que certaines ont tenu le coup? Est-ce que certaines ont péri? On est venu les mesurer dès la première année, voir quels étaient les taux de survie et les prises de croissance. Et effectivement, on vient tous les ans et 10 ans après, c'est intéressant. Oui, très bien. Quand on se promène comme ça dans les différentes allées, on peut constater qu'il y a des différences de croissance, parfois d'un arbre à un autre. Ce sont les mêmes essences? Alors là, effectivement, c'est du pin maritime, mais avec effectivement une provenance différente. Et on voit des écarts assez importants, puisque là, Ceux qui sont au fond, ils viennent d'où? Alors les premiers là-bas, ce sont des landes corses, D'accord. donc vraiment de très bons résultats. Mais les premiers ici, donc, ce sont des pins maritimes provenance donc marocaine, Tamjout, et on voit clairement qu'à âge égal, ils ont effectivement 3 mètres quasiment de hauteur en moins, et aussi une circonférence qui est moindre également. Voilà. Aujourd'hui, le climat fait que le land corse se débrouille mieux sur notre climat actuel, mais avec les projections des climatologues, effectivement, peut-être que l'origine marocaine sera peut-être très performante dans 30 ou 40 ans. Non, c'est pas aussi simple que ça. Vous l'avez dit, 39 essences avaient été plantées ici. C'est ça. Est-ce qu'il y en a déjà qui n'ont pas survécu? Oui, on s'attendait effectivement à de la perte. Et en effet, il y a une dizaine d'essences qui ont totalement disparu assez rapidement dès les premières années, soit par le gel
ou par la sécheresse. Et donc on a 5-6 résineux qui ont disparu. Dans les pins notamment, donc le pin des Caraïbes, le pin de Macédoine, le calocèdre a disparu aussi, le cumingamia. Voilà. Et dans les feuillus, on a aussi des disparitions comme le Ceratonia, les hêtres malheureusement, le caroubier a disparu. Vous m'avez parlé de la météo et de ses incidences aussi, bien sûr, sur la croissance des différents arbres. Les insectes, vous ne m'en avez pas parlé. Alors, si. Les maladies, tout ça, non? Oui, donc, bien sûr. Alors là, si on prend l'exemple à nouveau là, du pin maritime derrière nous, on s'est rendu compte que certains pins ont fait l'objet d'attaques de pyrales. Un papillon donc, qui vient pondre bien souvent donc, sur l'écorce, bien souvent à hauteur des couronnes de branches. Et quand la chenille se développe dans le bois, creuse des galeries dans le bois, elle fragilise l'arbre. C'est l'exemple de celui-ci, par exemple, là, qui a cassé à 2 mètres de haut. On voit nettement, quand on se rapproche, on voit nettement des pralines de résine. L'arbre a essayé d'engluer la chenille de résine pour tuer la chenille. Face au grand nombre d'attaques, les pins peuvent mourir. Travaille sur les essences, sur le bio, j'ai envie de dire. Travaille sur la météo, le climat. Bio, clim, il nous manquait juste un élément, le sol. Bio, clim, sol, ça a donné naissance à, encore une fois, je ne veux pas dire à un programme, mais à un outil. Cet outil, c'est ce que vous avez ici, c'est-à-dire une tablette et un outil pour forer. Vous forez jusqu'à combien de centimètres de profondeur à peu près? Ça dépend des muscles d'opérateur. Habituellement, 1 mètre de profondeur, on est assez satisfait de l'examen du sol. Ça peut avoir une incidence aussi sur le choix des essences à planter dans nos forêts pour demain. On avait de nombreux outils, mais ça, il nous manquait vraiment un outil de terrain. Bioclimsol. Bio, ça prend en compte donc l'essence et le peuplement forestier s'il manque des signes de dépérissement. Bioclim, donc bien sûr le climat. Et sol, effectivement, quand on vient d'en parler, la richesse, les potentialités du sol, donc sa richesse chimique et la présence de l'eau. En commençant cette émission, je me disais, c'est forcément une affaire de professionnels, la forêt. Je me rends compte que c'est la réalité. Merci de prendre soin de notre forêt pour demain. Merci beaucoup, Cédric. À bientôt. Merci. « 42% des forêts privées en France, en particulier en Pays de la Loire, sont détenues par des propriétaires ayant moins de 10 hectares. Pour gérer ces petits volumes et couper le bois des particuliers en circuit court, il existe en France des scieries mobiles. Et vous allez voir qu'à côté des essences les plus utilisées comme le chêne ou le pin, il est aussi possible de valoriser des essences peu répandues sur le marché de manière locale. Pour voir comment ces scieries mobiles fonctionnent, nous avons rendez-vous avec Antoine Damécourt et Alban Klein. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir chez vous. Ah, c'est un plaisir. Ah bah c'est un plaisir de partager parce que on a déjà, depuis qu'on a démarré cette émission, découvert des scieries, mais la vôtre a quelque chose de particulier. C'est ce qu'on appelle une scierie mobile. Alors je veux tout savoir. Qu'est-ce qu'on appelle une scierie mobile et quand est-ce que l'histoire a commencé? Alors une scierie mobile, au lieu de déplacer les billes vers la scierie, c'est la scierie qui va vers les billes de bois. D'accord. Sachant que 40% des propriétaires forestiers en France ont moins de 10 hectares. On va, on scie ses bois, on repart, il est content, il peut bricoler, et donc voilà. Si je dois faire venir une machine comme celle-ci, il faut que le chemin fasse quelle largeur, il faut qu'il y ait quelle longueur à un moment donné pour pouvoir poser la machine et la stabiliser. Le chemin, c'est comme un camion, hein. Il faut qu'il te fasse 3 mètres. Alors après, c'est l'angle pour tourner à chaque bout du chemin, il faut pouvoir tourner un peu plus large. Mais sinon, ça mesure 16 mètres de long au total et on peut scier des bois de 7 mètres de long et d'1,30 m de diamètre. Et celle-ci, elle scie des arbres un peu plus longs, non? Ah oui, parce qu'à poste fixe, vous voyez, à partir d'ici, on a mis une rallonge là. Quand on peut scier des bois de 10 mètres de long, les scieries traditionnelles ne sont pas équipées pour faire du 10 mètres de long. Donc on fait les moutons à 5 pattes. Quand on est sur une petite parcelle ou un petit volume, ça ne va pas forcément intéresser les scieries traditionnelles et il faut qu'à un moment donné, on puisse être en contact avec le propriétaire pour justement le débarrasser de ces arbres qui sont tombés ou peut-être aussi lui permettre d'avoir une exploitation sur sa parcelle. Oui, et en fait, jusqu'en 1950, il y avait des scieries dans toutes les forêts. Pourquoi est-ce que ça a disparu? C'était de l'artisanat et on est passé de l'artisanat à l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grosses scieries de résineux, grosses scieries de chêne, etc. Mais toutes les petites scieries de proximité, elles ont fermé parce qu'elles n'étaient pas aux normes. Et donc nous, on réinvente rien, on refait ce qu'il y avait
autrefois. On a partout en France différentes essences de bois. Il y a combien d'essences de bois à peu près référencées? En France, il y a 190 essences forestières, alors qu'en Allemagne, il y en a une vingtaine, pour arriver à les utiliser, parce que sinon, aucun intérêt. Donc c'est le merisier qui était très, très coté il y a quelques années, mais c'était à la mode au meuble rouge. Les gens n'en veulent plus, mais c'est une mode qui reviendra si on en scie. C'est le tremble, qui est un peuplier forestier, qui pousse très vite et qui est un bon bois de charpente. C'est le charme, qui est un bois très dur, on peut faire du parquet. C'est le robinier faux acacia, qui a le seul bois qui est en classe 4 en durabilité extérieure, c'est-à-dire qu'il peut concurrencer le teck, peut faire du mobilier extérieur. Mais il faut qu'on arrive à les classer, à les faire connaître, parce que si on veut qu'un architecte prescrive du tremble en aménagement intérieur ou du merisier, il faut pour ça qu'il y ait une classification, ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui, parce que s'il n'y a pas une fiche technique de résistance au feu, de résistance à la mécanique, etc., l'architecte, il ne prescrira pas ce bois-là. Alors on sait que maintenant, il y a effectivement la possibilité de faire venir une scierie à domicile. On sait que vous travaillez sur des petits volumes, parce que vous vous déplacez pour 10 mètres cubes. 10 mètres cubes. 10 mètres cubes. On sait que vous travaillez sur des essences complètement différentes de celles que l'on peut retrouver dans les scieries traditionnelles. Maintenant, ce que je cherche à savoir, c'est quels sont les débouchés. À qui on va vendre tout ça? Alors, c'est pas votre affaire à vous. Oui. C'est celle d'Alban que je vais aller retrouver maintenant. Mais quand j'ai monté ça avec Paolo, je disais que j'avais monté la scierie mobile parce que j'arrivais pas à vendre mes charmes. Le charme est une essence formidable. Et maintenant, d'un ça bois va très très dur, et maintenant je vends mes charmes. N'est-ce pas, ça marche. Merci beaucoup, Antoine. À bientôt, Stéphane. À très bientôt. Je vois qu'Alban fait son marché. Bonjour Stéphane. Bonjour, ça va bien? Enchanté. Super, vous êtes en train de regarder ce qui est commercialisable ici? On est en train d'envisager une prochaine exploitation, voir un peu ce qui va ressortir, les différentes essences, les qualités. Parce que vous, l'entreprise que vous avez montée, c'est justement une entreprise de commercialisation des essences qui étaient, je ne veux pas dire un peu oubliées, mais laissées de côté. Parce que ça n'intéressait pas forcément les scieries traditionnelles. C'est ça, on a développé une gamme de services qui visent en fin de compte à reconnecter le propriétaire forestier et le transformateur, le consommateur. On est sur une parcelle de combien d'hectares? Là, on est sur une parcelle qui fait 15 hectares. Et il y a combien d'essences différentes, commercialisables entre guillemets? Commercialisables dans le mode classique, il y en a une demi-douzaine, 6. Celles qu'on connaît tous, hein, les chênes, le hêtre, tout cela. Les chênes, le hêtre, le châtaignier, les résineux, les pins, les Douglas. Et il y a les essences qui sont un peu oubliées, comme le charme que l'on a ici, le frêne également. Alors parlez-moi justement de ces essences oubliées et des débouchés qu'il peut y avoir justement sur ces différentes essences. Je vais vous en citer plusieurs. Le charme, par exemple, que l'on a vu tout à l'heure en scierie, qui peut avoir énormément d'usages en menuiserie intérieure. Mais on a également le châtaignier, qui est assez peu utilisé dans les gammes standards, que l'on retrouve beaucoup dans des usages extérieurs. Il y a des industriels qui ont développé des traitements particuliers en thermochauffage, en thermo-huilage, qui rend le frêne tout à fait utilisable dans des usages extérieurs. Qu'est-ce qui pourrait se trouver à proximité de moi et que l'on pourrait utiliser à des fins d'ébénisterie, de menuiserie ou autre chose? Je vais commencer par celui que vous avez derrière vous. Celui-ci? Le chêne. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, le chêne trouve sa place dans les réseaux classiques, dans les scieries classiques, avec différentes qualités possibles. Mais on a également le charme qui est ici, qui donne une qualité très très intéressante sur des usages menuiserie intérieure, notamment en escalier, mais également en cuisine. Il y a combien d'essences différentes que vous commercialisez, vous, maintenant? Peut-être 25 ou 30. C'est important quand même. Ah oui, et encore, on peut faire certainement beaucoup plus parce qu'il y a toutes les essences de parc et jardin que l'on peut valoriser. Le séquoia trouve également des usages en extérieur et en intérieur hyper intéressants. Alors je vais aller un peu plus loin et vous allez comprendre où je vous emmène tout doucement. On a parlé effectivement de la façon de travailler en circuit court pour la scierie mobile. Est-ce que vous aussi, sur les débouchés, vous travaillez en circuit court? L'idée, c'est de reconnecter le propriétaire forestier aux transformateurs et consommateurs. Et on développe depuis maintenant au moins 6 ans, une demande qui est plutôt tournée vers le consommateur directement, vers l'artisan directement et les collectivités également, qui s'intéressent justement à utiliser le bois d'ici.
Dans notre société actuelle, on souhaite protéger la forêt, mais on souhaite aussi utiliser du bois. Bien sûr. Mais on ne pense pas qu'on peut utiliser le bois venant de chez nous. Merci beaucoup. Mille fois. Merci beaucoup Stéphane. À très bientôt. Merci. Au revoir. Nous vous parlions tout à l'heure du chêne. C'est l'essence feuillue la plus représentée dans les forêts métropolitaines. Considéré comme l'arbre roi, il a permis de hisser la France au rang de leader mondial de la tonnellerie. De la forêt à la cave, vous allez voir que de très nombreuses étapes interviennent dans la fabrication d'une barrique. Un tonneau, c'est d'abord un arbre. Des arbres que Mathieu, acheteur, déniche aux 4 coins de la France. Aujourd'hui, c'est à côté de Blois que ça se passe. Là, je suis en train d'estimer la parcelle qui est mise en vente par l'ONF. Donc l'ONF a marqué 120 chênes sur cette parcelle. Ça va passer en vente aux enchères. Et donc moi, je viens estimer les pieds un par un pour estimer la quantité et la qualité et faire la meilleure offre pour pouvoir acheter le lot. Si Mathieu remporte la mise, ces chênes seront destinés à la fabrication de charpentes, de parquets, mais surtout de tonneaux. Réputé pour la finesse de son grain, le chêne est l'arbre le plus emblématique pour la tonnellerie. Des arbres centenaires qui viennent essentiellement des forêts du centre de la France. C'est des arbres qui ont entre 180 et 200 ans. Donc là, ils sont en train, on peut le voir en train de dépérir, en train de mourir, on va dire, mais par le haut. Donc en fait, là, on vient les chercher avant qu'ils meurent. Avec son œil expert et ses différents outils, le professionnel doit déterminer rapidement la qualité du bois. C'est joli. Il n'est pas pourri, il n'est pas rouge, il est sain. Il n'y a pas de problème. Hauteur, diamètre, défaut, rien ne doit lui échapper. Donc les qualités du chêne qui sont recherchées pour faire un bon tonneau, c'est en priorité le fil du bois, l'écorce fine qui suit la rectitude. Et après, le moins de défauts possible. Il ne faut pas qu'il y ait de nœuds pour pas que lorsqu'on monte le fût, ça casse au cintrage. On reconnaît un défaut sur un arbre grâce à l'écorce. L'écorce, en fait, c'est comme la peau chez un être humain. Et dès qu'on va avoir quelque chose, la peau va, une cicatrice, une rougeur, quelque chose, l'écorce, c'est exactement la même chose. Mathieu vient ici vérifier un lot déjà acheté quelques mois plus tôt dans une forêt voisine. C'est le moment de fractionner la grume en fonction des différentes qualités du bois. Chaque imperfection est signalée. La plus belle partie ira dans une méranderie pour la fabrication des tonneaux. Soit il y a trop de défauts et donc ça va pour la scierie, soit il n'y a pas beaucoup de défauts, c'est un joli bois et donc je le mets pour le mérin. Donc je mets la plaquette pour répertorier l'arbre et qui va suivre de la forêt jusqu'au montage des tonneaux. Les grumes sont alors envoyées dans une usine pour être débitées, c'est l'étape de la méranderie. Là on a un défaut, donc on va commencer la découpe ici. Et là je vais me billonner en morceaux de 1 mètre, puisque ça tombe pas trop mal. J'ai un petit défaut ici, là, une petite boursouflure là. Un travail extrêmement physique et Stéphane veille au grain. Les lames des futurs tonneaux prennent forme ici. Donc là, on l'a fendu en 4 quartiers. Donc là, on va tracer en fonction de la qualité du bois, si on va faire du 27 mm ou de la 22 mm. Les mérins, ces courtes planches de bois, vont ensuite être séchées à l'extérieur de l'usine, une étape capitale. Là, on est sur le pack de maturation. Il faut automatiquement 24 mois pour que le bois soit sec à cœur. Donc ils vont subir les intempéries, la pluie. C'est pour laver tous les tanins. Sinon, on aurait des gouttes de sève, ce qu'on appelle un fût qui va plancher. Les gouttes de tanin vont rester dans le bois. Une fois ôté de toute son humidité, le bois doit ensuite être creusé et arrondi pour prendre sa forme définitive et devenir une duelle. Cette duelle passe alors entre les mains expertes de Manuel, le cousin de Stéphane. Ici, l'affaire est familiale. Tu m'as apporté une palette de duelle alors, c'est Stéphane? Ouais, c'est du 22 mm. Enfin, c'est bien impeccable. On va pouvoir mettre ça en fabrication. Pas de souci. Une chorégraphie bien huilée. 17 ans que cet ancien menuisier répète les mêmes gestes. Après avoir monté les duels en rose à l'intérieur d'un cercle métallique qu'il tient à bout de doigt, une première chauffe a lieu. La fibre du bois est ainsi ramollie avant d'être cintrée pour lui donner sa forme arrondie.
Vient ensuite l'étape la plus délicate, le bousinage. Chaque tonneau est chauffé selon les envies du vigneron. Une phase déterminante pour la vinification, comme nous l'explique l'artisan. Là, on va faire ressortir les arômes par rapport à ce qui est demandé par rapport aux viticulteurs. Si vous voulez, c'est que plus on va chauffer, plus on va pénétrer dans l'épaisseur du bois et plus différents arômes vont ressortir. Là, c'est une commande qui va partir pour les États-Unis, c'est-à-dire c'est pour mettre du rouge à l'intérieur. On va être une chauffe qu'on va monter à peu près à 200 degrés et on va être sur 1h30 de bousinage à peu près. Là, tout se passe bien, ça va être une très bonne chauffe. Je sens, là, on va être un peu sur une bonne vanilline quasiment qui va passer sur l'amande, parce qu'on va être chauffé un peu plus forte. Et c'est pour ça c'est une étape qui est très importante dans la tonnellerie, parce que c'est une étape qu'il faut vraiment très surveiller et ressentir par rapport à ce qu'on ressent par rapport au fût. Vin blanc ou vin rouge, la chauffe fluctue en fonction de ce que contiendra le tonneau. Des arômes de vanille, d'amande ou de café vont se développer au fur et à mesure que la température grimpe au cœur de la barrique. La recherche du juste équilibre est permanente. Un travail main dans la main avec le vigneron. On peut faire une très très bonne chauffe avec des bois de qualité. Si le vigneron derrière ne travaille pas correctement son assemblage ou sa vinification, il ne sortira pas un grand cru. Et vice versa, c'est que lui il peut très très bien travailler. Nous derrière, si on loupe notre chauffe, ça ne sortira pas quelque chose de fabuleux non plus. On est vraiment complémentaires avec les deux. Après l'étape du bousinage vient la pose du fond du tonneau. L'étanchéité est assurée par un mélange de farine et d'eau. Près de 1200 fûts sont fabriqués dans cet atelier familial, un savoir-faire de plus en plus rare. Certains vignerons ne gardent les fûts que 3 ou 4 ans, le temps pour la barrique de délivrer tout son potentiel tannique. Ensuite, un marché de la seconde main prend le relais. Au bout de 3 ans, les propriétés du bois ont été épuisées. Et donc ces bois utilisés peuvent convenir à d'autres viticulteurs qui ne veulent pas de vin trop boisé, trop vanillé, et donc partiront sur des fûts neutres qui sont des fûts utilisés. Et il y a aussi de la déco. Mais là, c'est vraiment quand le fût, il est rincé. États-Unis, Afrique du Sud, Chili, le savoir-faire français s'exporte partout dans le monde. Ici, la moitié des tonneaux est vendue à l'international. Des arbres issus de forêts durablement gérées, une chauffe de qualité et des hommes passionnés. Il faut tout ça pour faire naître un tonneau d'exception. Très répandu et très utilisé dans la construction, la rénovation, mais aussi dans la décoration et l'emballage, le contreplaqué est un matériau multifonctionnel. Il possède de nombreuses qualités qui rendent son utilisation facile et lui assurent une résistance à toute épreuve. Mais savez-vous comment il est fabriqué? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Hervé Drouin qui va nous livrer tous ses secrets de fabrication. Hervé, merci de nous accueillir dans votre entreprise. Merci, Ici, Stéphane. On fabrique des panneaux en contreplaqué. Et la matière première, elle est ici. C'est une essence que vous récoltez localement. C'est le peuplier, c'est ça? C'est du peuplier, oui. On le récolte à peu près 120 km de moyenne autour de notre site. Mais il y en a tant que ça, du peuplier en France? Il y a des régions populicoles. La région Pays de la Loire, dans laquelle nous sommes, est une région populicole. Donc c'est un savoir-faire pour entretenir les peupliers. Il faut les suivre régulièrement. Et puis après, on les récolte au bout entre 15 et 20 ans. Ah oui, c'est-à-dire que c'est une petite part de la superficie de la forêt française, mais en revanche, c'est très productif parce que ça pousse assez vite, quoi. Absolument. En fait, ça représente 2% de la surface boisée française, mais la récolte, c'est 30% des feuillus, donc ce qui est très important. C'est-à-dire qu'il arrive à maturité, vous le récoltez, vous le transportez, il arrive ici en grume. Après, on va faire quoi? On va retirer l'écorce, le nettoyer un petit peu, j'ai envie de dire. Exactement. Et alors, c'est incroyable, la machine dont vous me parliez tout à l'heure, comment vous l'appelez déjà? Une dérouleuse. Une dérouleuse. Oui. Donc le bio, il arrive comme ça à l'intérieur. Il y a forcément des machines qui calculent plus ou moins le diamètre, la largeur du bio. C'est ça. Et ensuite, c'est comme un taille-crayon, plus ou moins. Oui, c'est ça. Il y a une lame, une contre-lame. Sauf que le taille-crayon, il va en cône, alors que la dérouleuse, elle ne va pas en cône. Mais le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on tire une feuille derrière, on déroule le bois. Quand la grume, finalement, et le bio surtout, va rentrer dans cette machine, est-ce qu'il faut qu'il ait un certain taux d'humidité ou pas du tout? Ah oui, c'est important que toute l'humidité reste dans l'arbre. C'est-à-dire qu'un arbre qui aurait 4-5 ans d'abattage, on ne pourrait plus le dérouler, ça ne serait pas possible. Mais le peuplier, on peut le dérouler entre un jour d'abattage et 12 mois d'abattage. Redonnez-moi l'épaisseur, finalement, que vous allez travailler. Ça va de 1 mm 2, c'est ça? Alors, le plaquage, oui, c'est entre 1 mm 2, 1 mm 3, voire 1 mm. Jusqu'à 3 mm 2, 3 mm 5. Parfait. Et puis après, il y a toute la notion d'assemblage. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Ça se passe dans quel bâtiment? Par là-bas. Ah bah écoutez, je vous suis. Allons-y, allons faire un petit tour.
Lorsque les feuilles de peuplier sortent de la dérouleuse, on la découpe dans un premier temps? Alors, elles sont découpées et ensuite elles vont être séchées. Elles sont toujours pratiquement avec les mêmes proportions ou ça peut varier? Ça dépend. Il y a des marchés standards, donc pour les marchés standards, on va découper à certains formats. Il y en a 4 ou 5. Et puis le reste, ça va être sur des dimensions spéciales, c'est un peu notre spécificité. Et puis alors après, il y a toute la phase de l'assemblage. Alors ça, c'est quoi? C'est une superposition de différentes couches. Et pour apporter la résistance, on va croiser le fil, c'est ça? Exactement. Le plaquage seul, il est très fragile. Par contre, lorsqu'on va le superposer, on va en coller une feuille sur l'autre, une sur deux. Et après, selon l'épaisseur qu'on veut obtenir du panneau, on va mettre plus ou moins de couches de plaquage. Ça peut aller jusqu'à combien de couches à peu près? On peut avoir une 25-30 couches. Lorsque les feuilles sortent de la dérouleuse, il y a des feuilles qui sont peut-être plus belles, certaines que d'autres. Est-ce qu'on fait une sélection pour savoir justement laquelle sera la plus apparente et puis celles du milieu, elles seront peut-être un petit peu plus moches, entre guillemets? C'est un peu ça. En fait, le peuplier, il y a une peupliculture, une sylviculture qui permet d'entretenir les bois. C'est-à-dire qu'on va les élaguer tout au long de leur vie. Et dans la bille de pied, la première bille du bois, c'est celle-ci qui est la plus propre, la plus belle, et c'est celle-là qu'on va mettre au-dessus des panneaux et en dessous des panneaux, pour les faces et les contrefaces. Alors je reviens maintenant sur l'assemblage, parce qu'on l'a dit, ça va être une superposition de différentes feuilles de bois. Il va falloir quoi? Les encoller et puis les coller les unes aux autres? Voilà, alors on va mettre toujours un plaquage sec et un plaquage humide. Le sec, eh bien, on ne met rien dessus, et l'humide, on va mettre de la colle dessus et dessous. D'accord. Et un plaquage sur deux va être encollé. Moi, j'aurais tendance à dire que vous faites un millefeuille, mais finalement, votre jargon à vous, c'est de dire que vous faites un gâteau? On fait un gâteau. Tant qu'il n'est pas pressé, on l'appelle le gâteau. Cette plaque de contreplaqué va offrir une résistance supérieure à une planche de bois brut, par exemple. Oui, justement, parce que les fils sont croisés. Et en fait, on peut arriver avec des épaisseurs beaucoup plus fines à avoir une résistance meilleure que du sciage. Parfait. Parce que moi, je vois les grandes heures du contreplaqué, vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai le sentiment que c'est arrivé lorsque l'aéronautique a pris vraiment son envol aussi. On a utilisé effectivement le contreplaqué parce que c'était plus léger aussi. Oui, c'est exactement ça. C'est au 19e siècle, lorsque l'aviation, l'aéronautique a démarré, eh bien, on a fait de l'aéronautique et des ailes à partir en fait, du contreplaqué. Et il était très, très reconnu pour sa légèreté. Et aujourd'hui, on le retrouve dans la maison, dans nos voitures, un petit peu partout? Oui, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que c'est sa légèreté qui est en fait le point d'orgue en fait, de ce matériau, parce qu'il associe à la fois la légèreté et la résistance mécanique. On a parlé un peu de pâtisserie avec ce gâteau, cette superposition de feuilles de peuplier. Et finalement, je me dis, mais le gâteau, il passe jamais au four? En fait, si, le four, on l'appelle la presse. D'accord. Donc on l'engouffre dans une presse qui va presser le panneau à peu près à 6 kg au centimètre carré et on va le cuire à 110-120 degrés. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui différentes, notamment dans la construction bois, dans les aménagements intérieurs, les maisons, les cuisines par exemple, les salles de bain, le parquet. Vous avez des parquets contre-collés, en dessous c'est du contreplaqué. D'accord. Voilà, les tiny house, donc des petites constructions de maisons où à l'intérieur vous avez du contreplaqué. Et alors, vous le retravaillez encore différemment parce qu'il y a des plaques ici, il y en a une qui est juste là. Oui. Ça, ce que je vois là, c'est une dalle acoustique. Voilà, c'est ce qu'on appelle un panneau acoustique, donc qui est fabriqué sur les centres d'usinage qui sont derrière. Et donc c'est strié à l'intérieur pour laisser rentrer le son. Et derrière, on l'absorbe avec de l'isolant phonique. Vous voyez, vous avez des petits œillets, des petites oreilles, et on assemble les panneaux les uns avec les autres. Il y a d'autres applications, vous me l'avez fait découvrir en arrivant ici, c'est ce camion complètement aménagé. Tout a été aménagé en contreplaqué. Les camping-cars, il y a beaucoup de contreplaqué dedans pour des questions de poids. Bien sûr. Vous avez aussi des minibus qui sont avec des planchers qui sont faits en peuplier, revêtus d'un tapis. Et puis vous avez ces véhicules qui sont complètement en peuplier sur les parois extérieures et les petits meubles. Et au sol, vous avez des panneaux antidérapants. Quels sont les secteurs dans lesquels vous êtes présent aussi et qui pourraient m'étonner, par exemple? Par exemple, le secteur du jeu. On peut faire des puzzles donc, ou des jokari. Voilà, il y a plein d'applications multiples et variées. On va vraiment de la grande série pour être présent sur les marchés mondiaux jusqu'à la toute petite série pour satisfaire des clients insolites.
Merci mille fois de nous avoir ouvert les portes de cette entreprise et de nous avoir fait découvrir quelque chose que je méconnaissais, tout simplement. C'est moi qui vous remercie. Merci Hervé, à bientôt. Encore une émission qui nous aura fait prendre conscience de toute la richesse que représente la forêt française. Richesse écologique lorsque l'on pense à la majesté de ces chênes en forêt de Bercé. Richesse économique lorsque l'on pense à tous les débouchés qui s'offrent à nous du contreplaqué que l'on a découvert il y a quelques minutes. Et puis le travail des chercheurs également qui plantent, qui cultivent, qui gèrent la forêt d'aujourd'hui pour nous assurer, encore une fois, une très belle forêt pour demain. Merci et au revoir. C'était Notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable.